Pikes Peak. 4300 mètres, le vide à gauche. Là, se tient une voiture sur la ligne de départ. 20 km de course où chaque virage peut être le dernier. Le moteur gronde, prêt à en découdre. Au volant, une femme, déterminée, les mains crispées, le regard déjà projeté vers le sommet. Chaque seconde compte. Sortir le plus vite d'un virage, garder la trajectoire la plus tendue, c'est une danse. À 200 km/h, un duel avec la montagne. Ne pas cligner des yeux au risque de finir projeté de la falaise. Au loin, se rapproche une masse. La foule, l'arrivée, encore quelques efforts à donner. Et ça y est, mission accomplie, elle a dompté Pikes Peak. Michel Mouton remporte la course à bord de sa Audi Sport Quattro en seulement 11 minutes 25 secondes, détruisant le précédent record. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire de la course la plus dangereuse au monde, Pikes Peak. Avec ses 156 virages, sans barrière de sécurité où chaque mouvement de volant doit être millimétré, sinon c'est la chute de plusieurs centaines de mètres dans le ravin. À cela s'ajoute la météo, soleil éblouissant en bas, bourrasque de neige au sommet, une course qui ne repose pas seulement sur des aptitudes physiques, mais un conditionnement mental important. Une course vers les nuages où l'oxygène vient à se faire rare, où seulement les meilleurs parviennent à atteindre le sommet. Voilà, vous avez le cocktail parfait pour la course où seuls les pilotes les plus fous se livrent les batailles les plus intenses pour le meilleur chrono. Bienvenue à Pikes Peak. Avant d'en devenir l'icône que l'on connaît tous, Pikes Peak c'est un rocher géant impressionnant qui intrigue. Déjà, chez les autochtones Ute qui vénéraient cette montagne, la montagne du soleil. Il faudra attendre 1806 pour qu'un explorateur, Zebulon Pike, tente son ascension. Hiver glacial, pente glissante. Il n'arrivera pas à atteindre son objectif et finira par admettre que cette montagne ne pourra jamais être gravie. C'est en 1820 que le botaniste Edwin James réalise la première ascension, posant le premier pied sur ce sommet tant convoité. On avance dans le temps et en 1916, les choses sérieuses commencent. Spencer Penrose, un riche entrepreneur, construit un hôtel proche de cette montagne. En comprenant son intérêt touristique, il va construire une route carrossable jusqu'au sommet, offrant ainsi à un public beaucoup plus large la possibilité de gravir la montagne en voiture, à leur propre rythme, et à un tarif de péage attractif. D'ailleurs, ce qui n'est pas dit, c'est que les chauffeurs qui emmenaient les touristes au sommet étaient fortement incités à rouler très vite. Ils avaient remarqué que s'ils pouvaient exciter les passagers et procurer plus de sensations, ils obtenaient des pourboires beaucoup plus généreux. Les gens adoraient cette sensation de frisson. Attirant de plus en plus de monde sur ce sommet culminant au-dessus des nuages, il va lancer le Pikes Peak Hill Climb. Une compétition annuelle de côte, une course vers les nuages. Sur la ligne de départ, des bolides d'un autre temps, pas de suspension moderne, des pneus étroits et une piste entièrement en terre. Les éléments parfaits pour une course qui ne pardonne pas. Le 10 août 1916, sur la grille de départ, se retrouvent deux hommes qui vont marquer l'histoire. Ray Allens, un jeune pilote de Seattle, et Ralph Mulford, le favori local réputé. Durant 3 jours intenses d'épreuves, c'est une course acharnée qui voit le jour, faisant voler la poussière, que finalement, Ray Allens s'impose sur la première édition. Bouclant l'ascension en 20 minutes et 55 secondes. Un temps qui paraît démesuré, mais qui sur le moment fait parler de lui dans toute la région. Lance, le petit rookie, vient de battre le champion Mulford, star des circuits. La légende de Pikes Peak est enfin lancée, devenant rapidement un rendez-vous annuel incontournable, une course de côte gagnant très vite en prestige. Chaque été, pilotes et constructeurs affluent attirés par le défi unique qu'offre la montagne aux 156 virages, plus meurtriers les uns que les autres. Dans les décennies qui vont suivre, une famille va régner en maître sur cette montagne. Gagnant course sur course, personne ne peut rivaliser. S'engager à Pikes Peak sur cette période, c'est se condamner à finir deuxième. Et tout commence dans les années 20 avec les frères Louis et Joe Unsern, de véritables pilotes n'ayant peur de rien. Louis devient rapidement une légende en remportant la course à 9 reprises. C'est simple, avec une première victoire en 1934, établissant un record de vitesse passant à 16 minutes 33, son seul concurrent, c'est lui-même. Chaque année, 1936, 37, 38, 39 et 41, il décroche de nouvelles victoires essayant de battre ses propres records de vitesse. Une domination écrasante qui va se terminer avec l'arrivée des 3 neveux de Louis, Jerry, Bobby et A.L. Unsern, bien décidés à perpétuer la dynastie. En 1955, le jeune Bobby Unsern fait ses débuts en open wheel. Il termine 5ème, les yeux déjà braqués sur le sommet. Et un an plus tard, il dépose la concurrence d'une poignée de secondes et signe un nouveau record. Et ce n'est que le début. De 1958 à 62, 5 records consécutifs, chaque course un coup de maître, chaque virage négocié à la limite du drame. À chaque arrivée, le chrono tombe et le public retient son souffle. La montagne vient encore d'être vaincue.
plus vite que jamais. Mais rien n'est si simple. Confronté aux aléas de la montagne, rouler à Pikes Peak, c'est affronter ce sommet sans pitié. Alors connaître le tracé parfaitement, c'est une chose, atteindre l'arrivée, c'en est une autre. Partir sous un soleil de plomb et finir dans une tempête de neige n'est pas si rare. Un tracé non entretenu, sujet aux conditions météo, avec des différences de température pouvant s'élever à plus de 30 degrés. On n'est pas à l'abri de tomber sur des plaques de verglas ou des cailloux au milieu du chemin. Bobby, c'est l'audace et la précision incarnée. Monoplace, stock car, voiture de rallye, peu importe le bolide, il transforme chaque montée en triomphe, 10 fois couronné King of the Mountain. Mais en 1980, alors que son règne semble immortel, une nouvelle silhouette apparaît sur la ligne de départ, une femme, pilote, au talent exceptionnel. Et l'histoire s'apprête à basculer. Milieu des années 80, une rumeur commence à faire de plus en plus parler d'elle, celle d'un monstre mécanique prêt à tout pulvériser. Audi dans l'ombre veut sa place en groupe B. Enfin pas seulement, elle veut en être le maître absolu. Et pour cela, il lui faut une véritable arme de destruction. La réponse tombe en 84 avec l'arrivée de la Audi Sport Quattro S1, 355 chevaux avec une transmission intégrale révolutionnaire. Mais pour exploiter pleinement les performances de la voiture, il faut une personne capable de dompter la bête, capable de la pousser dans ses retranchements sans crainte. Et ça tombe bien, Audi a une pilote qui commence à faire ses preuves. Vice-championne du monde en WRC en 82 avec une popularité croissante, Michèle Mouton est tout naturellement le choix numéro 1. La Française débarque sur la montagne en 84 au volant de l'Audi Sport Quattro de groupe B et s'apprête à faire des ravages. L'ambiance est tendue, jamais une femme n'a remporté l'épreuve et encore moins au volant d'une telle voiture. Pour sa première participation, Mouton crée la surprise, personne ne s'attendait à quoi que ce soit venant de sa part et pourtant signe la deuxième place au général. Mais Michèle n'est pas satisfaite, rien n'est pire que de finir deuxième, ce n'est pas la première place et ce n'est pas non plus l'entrée du podium, c'est simplement une place neutre et vide de sens. Ce résultat va piquer sa détermination à vif et se jure de revenir l'année suivante pour gagner coûte que coûte. En 1985, Michèle Mouton revient donc avec Audi, bien décidé à briser le plafond de verre. Dès les essais, sa Quattro propulsée par ses 500 chevaux pulvérise les chronos. Les spectateurs n'en reviennent pas. Une fille qui roule aussi vite. Les organisateurs eux-mêmes semblent dépassés par les performances de la Française. On la trouve trop rapide, trop audacieuse, mais nous sommes en 85 au fin fond de l'Amérique, dans un sport bien trop masculin et certains concurrents commencent à sentir leur ego piqué à vif. Avant même que la course ne commence, on la pénalise pour une pénalité futile. Michèle aurait roulé 10 km/h trop vite dans la zone du paddock. Verdict, 500 $ d'amende et une interdiction de départ arrêtée. Une sanction rare qui ne fait pas plaisir. On ne l'autorisera pas, comme tous les autres, à prendre de l'élan. Avant la ligne de départ, sa voiture sera poussée en position neutre jusqu'au départ et elle ne pourra enclencher la première qu'au baisser du drapeau. Le jour J, Michèle s'élance donc, sans élan, sur la piste de Pikes Peak. Son Audi bondit dans un nuage de poussière et de gravier. Les spectateurs présents le long des virages, voyant son allure, comprennent instantanément qu'elle n'est pas là pour rigoler. À chaque virage, tout le monde retient son souffle. La voyant drifter à quelques centimètres du ravin, virage après virage, elle attaque comme jamais. Repoussant les limites de l'adhérence et de la dérive contrôlée, la Quattro rugit, glisse, mais reste miraculeusement sur la route. En pilotage extrême sur cette piste piégeuse, Michèle fait corps avec la voiture. La visibilité parfois quasi nulle, l'adhérence changeante, comme les humeurs de la montagne. Pourtant, elle anticipe chaque piège, comme si elle les voyait avant même qu'ils n'apparaissent. Cailloux, verglas, animaux, tout y passe, mais rien ne la perturbe. Et à l'arrivée, le chrono tombe, 11 minutes, 25 secondes et 39 centièmes. Record battu. Non seulement elle remporte la course devenant la première femme à triompher à Pikes Peak, mais en plus elle établit le nouveau record absolu de l'ascension. Ce n'est pas juste une victoire, c'est un séisme dans le monde du sport automobile. La montagne des hommes vient de tomber entre les mains d'une femme. Michèle n'a pas seulement couru, elle a écrit l'histoire. Son exploit lance une nouvelle ère, celle des bolides à transmission intégrale et des grands champions de rallye européens. Sauf que notre Bobby, qui a maintenant la cinquantaine, vient de se faire voler son record et compte bien reprendre sa place de maître de la montagne. Il sort de sa retraite dès l'année suivante, en 86, il revient lui aussi armé de la Audi Quattro. Son objectif est clair, reprendre le record qui lui appartient. Avec quelques rides en plus, sa conduite, elle, n'a pas bougé. Chaque virage est pris à la perfection, chaque ligne droite au maximum de la puissance possible et après une montée magistrale, franchit la ligne en 11 minutes 09, mettant 16 secondes au record de Mouton. Il avouera d'ailleurs à quel point ce duel avec Mouton l'a stimulé comme jamais. C'est dans les périodes de conflit que l'humain repousse ses limites et franchit des barrières jusque-là impensables. Mais Pikes Peak, cette montagne impitoyable, n'a pas fini de nous surprendre. 1987, une nouvelle légende approche, Audi envoie son arme absolue, Walter Röhrl, double champion du monde des rallyes. Au volant d'une monstrueuse Audi Sport Quattro S1 E2, Röhrl affronte le gravier du Colorado avec la précision d'un métronome. En face, Harry Vatanen et sa Peugeot 205 Turbo 16 attendent, prêts à en découdre. La bataille sera épique.
Röhrl franchit la ligne, les chronos affichent 10 minutes, 47 secondes et 85 centièmes. L'Allemand inscrit son nom au palmarès et porte le record à un niveau encore jamais connu. Pikes Peak n'est pas seulement une course, c'est un champ de bataille où les légendes naissent. Mais ce record ne tiendra seulement 12 mois, car en 88, c'est au tour de Peugeot d'entrer dans la danse. Le constructeur français, par l'intermédiaire de son département compétition, Peugeot Talbot Sport dirigé par Jean Todt, met en place un véritable concentré de technologie. La 405 Turbo 16, animée par un bloc 1,9 litre 16 soupapes à double turbocompresseur et injection électronique, elle développe 600 chevaux et près de 600 Nm de couple. Cette bête sera confiée aux mains du petit génie finlandais, Harri Vatanen. Et pour couronner le tout, cette course sera immortalisée grâce au court-métrage de Jean-Louis Mouret, Climb Dance. Le parcours de Pikes Peak, c'est 156 virages sur 19,99 km, de 2850 à 4300 mètres d'altitude, et dès les premiers mètres, la 405 Turbo 16 révèle sa puissance brutale. Chaque virage est un combat contre la gravité, contre la raréfaction de l'air, contre ses propres limites. Vatanen ne conduit pas, il danse. Ces dérapages contrôlés sont des coups de pinceau sur la toile de la montagne. Pendant son ascension, le soleil lui aussi commence à faire percevoir ses premiers rayons, un moment devenu iconique. Au lever du soleil, contraint de lever la main devant ses yeux éblouis, il continue de tracer sa trajectoire parfaite. 10 minutes, 47 secondes et 22 centièmes. Il bat de quelques centièmes le record de Röhrl. Le court-métrage de cette course est et restera un symbole, tant par la complexité de la réalisation et la performance réalisée. C'est devenu un symbole de l'ingénierie française, de l'esprit de conquête, de ce moment où l'impossible devient réalité. Après Vatanen, c'est Robbie Unserved, le fils cette fois de Bobby, qui gagnera au volant de la même Peugeot, preuve que les Américains doivent désormais s'associer aux technologies européennes pour briller. 1990, la montagne change encore de visage. Après les Européens, ce sont désormais les pilotes de l'hémisphère sud et d'Asie qui viennent défier Pikes Peak. Parmi eux, un homme va marquer l'histoire. En 1994, un nom résonne dans toute la vallée. Rod Millen, un néo-néerlandais au volant d'une Toyota Celica spécialement préparée, carrosserie en fibre de carbone, seulement 885 kg pour 850 chevaux. Dans l'habitacle, Millen est à la limite. Gauche, droite, freinage, accélération, son cerveau traite une quantité phénoménale d'informations. La piste de gravier défile à une vitesse hallucinante sous ses roues. L'air se raréfie, mais l'aileron géant spécialement taillé pour la haute altitude plaque la voiture au sol comme si elle était aimantée à la montagne. La Celica avale les virages à une vitesse hallucinante. Millen, en osmose totale avec la machine, repousse les limites du possible à chaque virage. Il le sait, il est en train de réaliser la course de sa vie. 10 minutes 04, c'est la nouvelle barre mythique à franchir. 10:04:06 as Millen in the Toyota stood everyone. Millen vient de pulvériser de plus de 40 secondes le précédent record de Vatanen. 10 minutes 04, la nouvelle référence absolue qui hantera la montagne pendant 13 longues années. Pendant plus d'une décennie, aucun pilote, aussi talentueux soit-il, ne parviendra à faire mieux. Rod Millen est devenu l'homme à battre, le maître incontesté de Pikes Peak. Dans l'ombre de ce record, un challenger infatigable va peu à peu se révéler. Nobuhiro Tajima, qui ne veut rien dire d'autre que Monster Tajima. Un pilote japonais au caractère bien trempé. Il découvre Pikes Peak à la fin des années 80 et s'y passionne instantanément. Il participe d'abord en catégorie rallye dès 88, puis en classe open dans les années 90. Il est obsédé par une seule chose, devenir lui aussi King of the Hill et surtout briser le record de Millen. Chaque année, Tajima revient avec des machines de plus en plus extrêmes. Énorme aileron, moteur biturbo, transmission intégrale, il place toutes ses chances de son côté. Dans les années 90, il monte rapidement sur le podium et décroche même quelques victoires, mais le record absolu lui échappe encore. Si je te parle de la Suzuki Escudo Pikes Peak, tu vois directement de quoi je parle. Eh bien c'est ce bonhomme en 95 qui vient décrocher quelques victoires en catégorie Unlimit. Une caisse qui a brillé pendant plus d'une décennie avec un V6 biturbo de près de 1000 chevaux et une transmission 4x4 sophistiquée. Depuis 2002, Pikes Peak se transforme. L'État du Colorado ordonne à la ville de Colorado Springs de mettre en place un plan de pavage complet pour 2012. De 2002 à 2011, c'est donc chaque année un bout de piste, de gravier en moins, remplacé par l'asphalte noir. Et lisse. Enfin, 19 ans après sa première course, les choses vont peut-être enfin changer. 2007, il engage une Suzuki XL7, sa remplaçante, et franchit la ligne en 10 minutes 01, restant tout de même au-dessus de la barre symbolique des 10 minutes. 2011 est l'année de l'accomplissement ultime. Tajima s'aligne au départ avec son prototype Suzuki SX4 de 910 chevaux, bien décidé à briser une frontière psychologique.
Cette année-là, 75% du tracé est désormais asphalté, offrant plus d'adhérence. Tajima exploite chaque once de puissance et malgré des ennuis mécaniques en fin de parcours avec un radiateur fuyant, fonce vers l'arrivée. 9 minutes 51, la première fois de l'histoire que la course est bouclée en moins de 10 minutes. On voit la joie sur son visage, toute l'équipe de Suzuki est en larmes. Ils l'ont fait. Le 1er octobre 2011 est un tournant pour Pikes Peak. 100% de la route est désormais en asphalte, des limites repoussées, des vitesses bien plus surprenantes, les chronos vont chuter. Pikes Peak entre dans une ère bien plus dangereuse, où chaque virage peut être le dernier. Très vite les chronos tombent. 2012, c'est la première victoire sur le bitume de Rhys Millen, le fils de Rod Millen, qui vient placer son temps à 9 minutes 45 secondes. Mais pour 2013, des choses se préparent en cachette. Une rumeur circule sur l'arrivée potentielle du champion aux 9 titres consécutifs en WRC, Sébastien Loeb. Peugeot s'apprête à revenir avec un prototype spécialement conçu pour lui, la 208 T16 Pikes Peak, une machine au ratio 1:1 de 875 chevaux pour 875 kg. Autant te dire qu'elle ne rigole pas. À bord de sa 208 T16, Loeb s'élance comme un missile guidé par la précision d'un chirurgien. La montée commence et dès les premiers virages, on comprend que quelque chose d'extraordinaire se prépare. Sur cette route mythique où l'air se raréfie à chaque virage, les épingles s'enchaînent à une cadence infernale, le moteur hurle sa puissance dans l'atmosphère de moins en moins riche en oxygène. Chaque courbe, chaque bosse, chaque changement d'adhérence est anticipé avec une précision diabolique. Les secondes s'effacent par dizaines face à cette démonstration surhumaine. À l'arrivée, le temps s'arrête. 8 minutes, 13 secondes et 878 millièmes. Le chrono est tellement fou que personne n'ose n'y croire. Le précédent record n'est pas battu, il est anéanti. Ce jour-là, à 4000 mètres d'altitude, Loeb n'a pas seulement écrit l'histoire, il l'a gravé dans la montagne. Un chrono qui, pour beaucoup, restera à jamais inaccessible tant l'exploit semble venir d'une autre dimension. Ce jour-là, Loeb est devenu immortel. Du moins pendant un certain temps avant que les moteurs électriques s'emparent de la montagne. Avec un avantage de taille en haute altitude, ils ne perdent pas de puissance. Et oui, les moteurs à combustion interne voient leur rendement chuter. À cause de la raréfaction de l'air, pression et densité diminuent, réduisant la masse d'oxygène admise à chaque cycle. Commencer à 800 chevaux, c'est finir avec pas moins de 686, marquant une perte de près de 14%. Le 24 juin 2018, dans un silence de plomb, Romain Dumas s'élance. Au volant d'une Volkswagen IDR propulsée à 670 chevaux et l'impensable se produit. Il passe sous les 8 minutes et franchit la ligne en 7 minutes 57 et 148 millièmes. Le pari de Volkswagen est réussi, un record qui va perdurer et que depuis personne n'a réussi à vaincre. Chaque année, la quête du temps parfait continue, chaque année la montagne attend son héros, celui ou celle qui osera défier le chronomètre et les éléments pour inscrire à nouveau son nom au panthéon de Pikes Peak. Malgré toutes ses victoires et ses records, Pikes Peak rappelle parfois tragiquement qu'elle reste la patronne indomptable. Le danger est omniprésent sur cette route sans barrière et la course a connu son lot de drames. Chaque pilote qui s'y engage le sait au fond de lui qu'il peut y rester. Le 31 août 2012, une vidéo fait le tour du monde. On y voit la Mitsubishi Lancer Evo de Jérémy Follet sortir de la route au niveau d'un virage surnommé Devil's Playground. La voiture quitte l'asphalte et plonge dans le vide, effectuant une douzaine de tonneaux effroyables le long de la falaise rocheuse, se disloquant en 1000 morceaux. Quand enfin le véhicule s'immobilise en contrebas, ce n'est plus qu'un tas de ferrailles, puis on aperçoit du mouvement. Follet et son copilote, miraculeusement vivants, parviennent à s'extirper de la carcasse, quasiment indemnes, sauvés par leur arceau de sécurité et leur combinaison. Le bilan de Pikes Peak s'élève à 7 décès et de nombreux blessés graves depuis 1916. Chaque accident rappelle la part de danger de cette course de côte hors norme. Et aujourd'hui, même s'il existe plusieurs catégories différentes, comme les Porsche, les voitures de production modifiées ou les véhicules préparés, où il n'y a pratiquement aucune règle tant qu'elles respectent les normes de sécurité, toutes ont 4 roues et une cage de sécurité. Ce qui a disparu en revanche, c'est les motos. De 1916 à 2019, Pikes Peak a pris la vie de 4 motards. Ce n'est qu'après la mort de Carlin Dune, en 2019, qu'ils ont décidé de mettre fin à la participation en moto. Si tu es toujours là, c'est que cette vidéo t'a plu, alors un petit like ne serait pas de refus et abonne-toi pour que je t'embarque dans la prochaine histoire. Et bien sûr, j'attends ton retour en commentaire.